Okay. I write this shit for my people cause it's been a long time. An apology, not apology in the French, so it's more clear now. Yeah, you won't need to hear this. Nelson Mandela is a name. Donc c'est vraiment intéressant ce qu'elle va soulever sur le poids sur le Sri Lanka. Qu'on a l'impression qu'en fait, que c'est comme si on parlait d'un Polonais et d'un Congolais. Tellement on a l'impression que c'est pas les mêmes personnes. Tandis pas du tout. Mais avec les séquelles, avec tout ce travail de destruction de leur histoire, fait que on se retrouve avec nous, en face de nous, deux peuples complètement différents, mais qui au final, en fait, aux yeux du locoderme, restent des peuples noirs et qu'on va pragmatiser à la moindre occasion. Je ne sais pas si t'es revenu, mais... Je suis là. Ok, je te laisse reprendre. Attends, je note juste un truc pour pas oublier. Face à l'héritage génétique réel, on va dire. Comme ça, j'oublie pas. Voilà. Alors, en fait, ce que je disais, et je te remercie de m'avoir permis de faire cette pause et d'avoir soulevé ces points très très intéressants. Donc, je vais reprendre sur ce que tu as dit. Quand tu dis que oui, on ne peut pas confondre un Indien, un Sri Lankais et un Pakistanais. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, parce qu'il y a une détestation, c'est ce dont j'étais en train de vous parler, il y a une détestation entre ces gens-là, ces peuples-là. Donc, alors, quand ça pose la question, qu'est-ce qui fait l'identité? Et c'est exactement pour ça que je vous parlais en vérité des peuples arabes au début. Parce que il faut comprendre donc maintenant que nous, en tant que Kamites, par exemple, qu'est-ce qui a fait notre identité? C'est bien notre socle de valeurs communes, notre socle de valeurs culturelles, notre phénotype qui est ressemblant, qui a des traits similaires, et également notre lieu de vie. Voilà. Après, on se rend compte que malgré ces ressemblances-là, on peut être encore plus divisé sur, par exemple, la façon dont on va manger dans nos lieux de vie, la façon dont vont évoluer nos différentes pratiques de ces égrégores, la façon dont les différentes cultures, par exemple, une culture va aller plus vers les constructions architecturales et l'art, tandis que l'autre va aller plus vers la compréhension métaphysique des domaines. Je vous parle, par exemple, des empires du Mali et des empires en fait l'empire du Mali c'est un empire tellement incroyable, l'empire du Mandé les amis, c'est un empire tellement incroyable parce que quand je vous dis ça, regardons l'empire du Mali, quelques secondes là on fait une petite digression, regardons l'empire du Mali, c'est un empire qui, donc même si c'est à la base une seule et même identité, il développe autant toute une culture de commerce et de nomadisme, parce que dans le but de faire du commerce, ce sont eux qui sont à la base du culte de l'islam, les Djoula, les Malinké. Ce sont eux les premiers à dompter le désert, à faire le commerce. Ce sont eux qui vont apprendre, qui vont adapter les rites d'Osiris à leur nouveau mode de vie nomade dans le désert. Ce sont eux qui vont développer les techniques de à domestiquer des chameaux, tout ça pour voyager dans le désert, avoir des caravanes, se protéger également du soleil, parce que malgré la mélanine, ce n'est pas le soleil, c'est quelque chose, hein. C'est quand même une boule de radiation, hein. Donc on s'en protège tout de même, et ce sont eux qui vont développer toutes ces techniques-là, faire des abris également dans le sable lorsqu'il y a des tempêtes de sable, faire des frigos dans le sable, des frigos qui conservent très bien la nourriture, etc., etc. Donc trouver des points d'eau, etc. Ce sont eux. Et donc, voyez comment ils vont de ce côté-là, et dans un autre côté, là où ils restent stables, là où ils restent fixes à un seul endroit, qui est donc le Mali actuel, voyez comment ils deviennent des grands bâtisseurs, ils bâtissent des empires qui sont vraiment d'une beauté, que même si ça a été cassé par ces locodermes, on voit encore des vestiges, on se dit, mais attends, mais ça, ce sont des escaliers, c'est les plus grands escaliers qui ont dû exister, c'est pas possible de voir des murailles comme ça, des remparts comme ça, c'est des statues comme ça, c'est impressionnant. Et on les voit aussi du côté des Dogons, aller vers le côté de la métaphysique, de la science, de l'astronomie, tout ça, de l'observation spatiale. Vous voyez, donc c'est ça que j'explique. Donc qu'est-ce qui fait l'identité? Au jour d'aujourd'hui, voici un exemple comment dans un de nos peuples, il y a plusieurs identités, mais pourtant c'est toujours un seul et même peuple, c'est le peuple du Mandé, n'est-ce pas? Voilà. Donc ils sont unis par les raisons que j'ai citées avant.
Et c'est pareil pour ces peuples mélanodermes là, leucodermes là. C'est pour ça que je vous disais de plus perdre de temps à les citer par tous leurs noms, les voir comme un seul et même peuple pour les raisons également qui sont les mêmes raisons que j'ai citées avant. Et de se demander, mais attends, dans le cas de l'Indien, du Sri Lankais, du Pakistanais, qu'est-ce qui fait l'identité? Et c'est pour ça que je vous expliquais que le Pakistanais, de par sa culture islamique, de par son phénotype, son mode de vie, il est un arabe. Son identité est arabe. Et on rencontre la même situation avec certains Éthiopiens, malheureusement, même si beaucoup d'Éthiopiens comme notre Melakou, là, ils sont très traditionnalistes. Et heureusement, on rencontre la même chose au Sénégal, avec ouais, dans tous les pays, en fait, on rencontre la même chose. En Côte d'Ivoire, je voulais dire, avec par exemple les Djoula. Nos frères les Djoula qui sont profondément musulmans, face aux Sénophos qui sont profondément traditionnalistes et qui vont au bois sacré. On rencontre la même situation avec les Somaliens, avec le Somalien qui au jour d'aujourd'hui nous dit, écoutez, moi je suis arabe, et il nous dit même que sur le plan génétique, parce qu'il ne se voit pas dans un miroir. Il nous dit même que sur le plan génétique, il est plus proche d'un, comment ça s'appelle, d'un maghrébin, et qu'il est arabe et que sa culture est arabe, alors qu'en vérité quand on le regarde il est plus proche d'un autre somalien. Pourquoi? Parce que les maghrébins et les arabes et les perses, etc., ne font pas des enfants avec ces gens-là, et donc ils ne font des enfants que entre eux somaliens, donc ils se partagent les mêmes traits, ce qui provoque, on sait ce que ça provoque, ce genre de choses chez les populations, tant sur le plan mental que voilà. Donc quand ces gens-là ils nous disent certaines choses, mais comprenez aussi d'où ils viennent, voyez aussi la destruction de ce peuple-là. Et je dis ça sans haine, sans vouloir tacler les Somaliens ou quoi du tout. Je dis ça, c'est une observation, c'est mon avis personnel face à une situation avec les informations que j'ai. Je regarde les Somaliens, ils se ressemblent beaucoup. Il y a une raison dans la vie quand les choses sont comme elles sont. Donc voilà, moi je suis pas une imbécile, je suis pas une hypocrite. Donc quand je vois quelque chose comme ça, eh bien je dis, voilà. Donc ce que je raconte, monsieur SD, comme vous êtes toujours là pour remettre les pendules à l'heure, on vous en remercie, c'est que on a le même problème avec, enfin c'est un problème, voilà, avec ces gens-là que on a avec les Pakistanais, c'est que ce sont des gens qui sont déconnectés en fait de leur lieu de vie, parce que le lieu de vie normalement n'est pas l'Arabie Saoudite. Ce sont des lieux des gens qui sont déconnectés de normalement la spiritualité qui leur a été transmise, mais parce qu'on voit que dans cette population-là il y a énormément de métissage qui fait que même le phénotype a changé. Donc on ne peut pas dire que oui, la culture viendrait de ce pan-là culturel qui sont donc les Indiens noirs, parce que non, on voit qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont effectivement cette double culture, vous voyez. Et donc ce double héritage, que ce soit génétique ou culturel, et que dans ce double héritage, ils ont choisi, donc il y a aussi la dimension personnelle, l'identité est personnelle, c'est ce à quoi je m'identifie. Si moi demain j'ai dit que je suis mon zizi, ceux qui seront pas d'accord, moi je vais dire que je suis un homme. L'identité c'est moi déjà comment je me vois, comment je me définis en fait. Donc voilà. Et on va donc dire tout ça et on va voir que cette identité donc bon, je pense que je vais finir comme ça sur le cas des Somaliens. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup plus à rajouter, mais que donc voilà, ils ne font pas des enfants avec les Noirs parce que les Noirs les dégoûtent, et ils ne font pas d'enfants, et c'est pas le cas de tous les Somaliens heureusement, hein. Et ils ne font pas des enfants avec les Arabes parce que les Arabes ils ne veulent pas, ils sont pas intéressés. Donc voilà. SD, je sais pas à quel moment tu es arrivé sur le live, quel bout tu as pris. Oui, Elle oui. n'a pas fait d'affirmation en disant que les Pakistanais sont des Arabes. C'est en fait, c'est comme qu'on parle de la Noirabie là. C'est en fait, c'est le comportement, la façon de raisonner, le mode de vie, c'est tout ça en fait. C'est une forme d'acculturation. C'est une pâle copie des comportements d'autres peuples dont on parle. Ce ne sont pas les descendants directs génétiques. On parle pas de ça. Mais quand tu comportes, tu raisonnes, tu fais tout comme un autre peuple, en fait, on peut te dire, vas-y, tu es ce peuple-là parce que tu fais tout pareil. Et tu pragmatique, pour ne pas dire le mot dia, ouais, dia, tu dia les autres qui sont censés être tes frères, mais comme ils font pas comme toi, alors que toi, tu es en train de faire comme d'autres, on est d'accord, c'est normal qu'on te dise, en fait, tu n'es pas l'un d'eux, en fait. OK? Donc, c'est parce qu'elle a pas dit qu'ils sont des descendants de ces gens-là. Non. C'est leur façon de fonctionner, l'héritage qu'ils ont eu de ces peuples-là, parce qu'ils ont été envahis, ils ont connu la razzia.
cette razzia, c'est cette façon-là, en fait, qu'ils ont qu'elle dépeint aujourd'hui. Comme nos frères du continent, là, c'est pour ça que les gens aiment bien comparer, oui, mais Ibrahim Traoré, les musulmans, mais avant d'être un musulman, il est d'abord un nègre. C'est sa patrie d'abord. Mais quand tu entends des nègres sous TikTok, là, qui te dit que moi, je suis musulman avant d'être nègre, ben, il y a de quoi se poser des questions. Quand tu leur dis, si tu dois sauver ton pays ou ton frère dans votre dogme, il va d'abord sauver son frère du dogme que son frère du pays, de sa propre, qui le ressemble. Donc c'est pas les mêmes personnes. Donc c'est de ça qu'elle veut parler, la sœur là, d'accord? J'espère que c'est clair. Et du coup, j'ai engueulé les gens, là, je leur ai dit qu'ils arrêtent de m'appeler, que moi je suis occupée, je suis en live, un live très important, et je suis très contente que ce type de live soit enregistré et que ça fasse partie de ton émission. Je te remercie encore une fois de faire cette émission, ma sœur, parce que tu vois, il y a toujours des gens qui n'ont pas écouté et qui viennent marmailler, tu vois. Et on peut dire que non, c'est pas de truc. Moi, je vais vous dire, hein, quand vous faites les choses, vous ne savez pas qui vous a envoyé. Moi, je vois le résultat, je sais qui vous a envoyé. Et là, je suis très sérieuse. Je suis très, très sérieuse. Parce que à chaque fois qu'on avance en tant que communauté, il y a toujours des gens qui viennent nous faire reculer. Il y a des boulets qui viennent nous retarder. Des gens qui n'ont rien compris, qui ne font aucune recherche, qui n'ont aucun respect. Et qui ne prennent même pas le temps d'écouter avant d'ouvrir leur grande gueule, en fait. Ils ne prennent pas le temps de savoir à qui ils parlent, ni où ils sont, en fait. Donc moi, je suis très contente, ma sœur, que tu aies enregistré, parce que la manière dont j'ai expliqué depuis là que je parle, j'ai bien pris le temps d'expliquer, de mettre tout un contexte avant, d'expliquer plusieurs idéologies, de citer plusieurs auteurs, de prendre le soin de sélectionner mes mots et d'expliquer encore ces mots. Voilà. Donc, je disais, qu'est-ce qui fait cette identité au final? On se rend compte que dans la formation de cette identité chez l'individu, l'ignorance de l'histoire de l'humanité est mise face à l'héritage génétique réel dont bénéficie l'individu en question. C'est-à-dire que, oh mon Dieu, ma sœur, ma reine Niflore, SD là, il va beaucoup m'énerver. Donc, parce que bizarrement, je disais pas les commentaires, hein, mais il fallait que je voie son commentaire. Donc, l'individu qui, au jour d'aujourd'hui, bénéficie d'un héritage génétique, par exemple, il va être mélanoderme de l'Afrique, hein, de Kama. Dans la construction de son identité, il y a certes une grande part qui va être faite, fomentée par cet héritage génétique réel dont il bénéficie, dont l'ADN épistémologique dont on a parlé tout à l'heure, dont les particularités de la biologie induite par la mélanine, particularités dont les nécessités de cette dite biologie, c'est-à-dire en tant que noir, ne pas pouvoir manger comme le blanc parce que lui, il doit nourrir sa mélanine, sinon il va se retrouver en situation de déficience, il va tomber malade, il va être faible, ou même il va être pas bien dans sa tête, pas bien mentalement, parce qu'on voit que lorsque la mélanine même n'est pas nourrie, ça provoque même des dépressions. D'accord? Ça empêche de réfléchir correctement pour le mélanoderme. D'accord? Tout comme le locoderme, lui, il a ses besoins de sa spécificité en vue de lui, sa déficience en mélanine. Voilà, tout simplement. Et donc, on se rend compte que cette identité va être fomentée par ça, qui est du cas du concret, de la matérialité, de ce qui est réel. Mais que ça va également être fomenté par le cas de l'histoire de l'humanité. Et cette histoire de l'humanité, c'est très intéressant. Je vous parle de l'ignorance de l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que un individu qui connaît un récit falsifié, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, comment peut-il faire alors appel à son véritable potentiel? Comment puis-je réveiller les bénéfices de ma mélanine si je les ignore? Comment puis-je utiliser mon pouvoir si je ne sais pas que j'ai un pouvoir? Comment puis-je faire appel à mon patrimoine génétique ancestral dont je bénéficie et dont on voit via l'ADN épistémologique que il influe sur mon comportement, il influe sur ma façon de penser. D'accord?
Eh bien, comment puis-je en bénéficier si je ne sais pas en fait que ce comportement me vient de là? Vous voyez, je sais pas pourquoi j'ai ce comportement. Je vais même croire que c'est un mauvais comportement ou une maladie ou quelque chose qui va pas bien chez moi. Je comprends pas que ça, c'est un truc ancestral en fait que j'ai hérité de mon peuple en fait, de sa manière de vivre. Vous voyez, parce que ce comportement va être diabolisé. Parce que ce comportement va être donc maintenant mal interprété parce qu'il va être vu dans le paradigme du blanc alors que c'est un comportement qui prend sens dans le paradigme kamite. Donc forcément, si le comportement est vu par un paradigme dans lequel il ne prend pas sens ni essence, c'est normal qu'il soit mal interprété. Vous voyez? Donc voilà pourquoi je dis que dans la fomentation de cette identité, pour le cas du Pakistanais, on en revient, cette ignorance de l'histoire de l'humanité fait face à l'héritage génétique réel de l'individu, dont on constate que c'est un individu métissé. Et donc cette ignorance de l'histoire devient en vérité une connaissance du récit nationaliste locoderne, une connaissance du récit religieux abrahamiste, qui est à la base de l'identité de l'individu. Donc voilà pourquoi je prenais le cas du Sri Lanka. Parce que dans ma jeunesse, il y a eu donc beaucoup de détestation entre les Sri Lankais eux-mêmes sur leur propre continent, sur leur propre pays, pardon, qui parlaient Sangale. Sangale, le Cheikh Kovi avait fait la démonstration. Sangale, Sangale, de Sankara, Sankare, Sankara, c'est celui qui marche sous Amon-Ra. Donc le peuple sangalais, sangale, leur langue, en essence, comporte encore ce précepte qu'ils sont un peuple du soleil, les Sangalais. Ils sont un peuple des enfants du soleil, qui marchent sous le soleil, les Sangalais. Voilà. Et donc, les Sangalais détestent les Tamouls, et les Tamouls détestent les Sangalais. Et moi, j'ai eu une très bonne amie qui était sangalaise, ce qui m'a permis de voir que il n'y a aucune différence entre comment ils prient, il n'y a aucune différence entre comment ils sont. Moi, je parle pas le Tamoul, c'est ça qui est comment dire, qui est mon péché. Mais, oui, mon handicap est mon péché. Tout à fait, tout à fait. Mais ça m'a permis quand même de voir qu'il y avait beaucoup de choses pareilles, beaucoup de mots pareils, beaucoup de trucs pareils, même l'accent, l'intonation et tout, voilà, voilà. Donc, il y avait cette détestation et on a eu la chance d'être amis. J'ai eu la chance d'aller chez elle beaucoup, de traîner beaucoup avec ses sœurs et tout dans les prénoms, dans les déesses, dans les choses qu'on prie, tout ça. Moi, je suis Sakti, elle est Jayani, Jaya. Donc voilà, et je vous parle moi je vous parle de mon deuxième prénom, je suis Mwaname Sakti, enfin Mwaname Sakti Mik, voilà. Et elle, son prénom c'était Jaya. Et donc ce sont des prénoms de déesses de la culture indienne, hein, tout simplement, et de principes fondamentaux de l'univers. Ce sont aussi des métaphores dans les histoires qu'elles vivent à des événements qu'ont vécu ces peuples indiens et sri-lankais. Et du coup, à cette époque-là, même avant cette époque-là, avant que je la rencontre, cette fille, il y avait des cas d'attaque au couteau entre des gens, parce que sur le continent sri-lankais, c'était la guerre civile, ce qu'on appelle guerre civile, et sur le cas des diasporas, les jeunes des diasporas qui se croisent, ben vous savez très bien, on entend dire qu'un jeune au pays a été poignardé par un jeune de cette ethnie-là, donc quand les deux ethnies se rencontrent en diaspora à l'étranger, eh bien ils se battent et ils se poignardent, voilà. Donc il y a eu tous ces cas-là. Cette détestation, en vérité, elle a été organisée par les Anglais il y a plusieurs siècles. Il y a à peu près 2 siècles. Je reprends. Oui, oui, Marie. Ça me dit quelque chose parce que en Angleterre, j'ai plus en tête le nom du quartier. Il y a eu pendant une période beaucoup d'attaques au couteau au sein de la communauté indiano-pakistanaise en Angleterre. Pourquoi je suis au courant, c'est parce que j'ai de la famille là-bas. Mais j'ai jamais compris la source de cela. Donc en fait, c'est des conflits de là-bas qui se règlent dans la diaspora. Parce qu'en fait, on instrumentalise la jeunesse en fait en ce sens. Tout à fait. Bah, la jeunesse, on entend sur TF1, on entend par la famille, par les réseaux sociaux, on va dire, qui relient avec le bled.
Et nous, on a une compréhension biaisée. On se dit, les Singalais se disent les Tamouls nous attaquent, les Tamouls poignardent et tuent des gens de chez nous. Les Tamouls se disent les Singalais nous attaquent, ils poignardent et tuent des gens de chez nous, alors que depuis on vivait en paix. Et c'est ce que je t'expliquais, ma reine. Normalement, pourquoi ces deux peuples vivaient en paix, c'est depuis l'histoire de la légende là que je t'avais raconté, du récit fondateur de l'union de ces deux peuples-là au Sri Lanka. Ok, c'est plus clair. Ces deux peuples cohabitent parce qu'il y a une très belle histoire à la base de leur cohabitation. Et on se rend compte que les Anglais viennent semer la discorde il y a à peu près 200 ans. 200 ans. Et parce qu'en fait, ils l'ont fait en plusieurs vagues et de plusieurs façons. Et c'est exactement le même cas que les Hutus et les Tutsis. C'est exactement le même cas que les Hutus et les Tutsis, le contrôle de masse mentale, les chansons, les propagandes, les pubs, les films, les trucs, tout ça, pour mettre une partie de la population contre l'autre population, pour faire en fait, en vérité, un contrôle mental des gens, leur mettre des billets, parce que en vérité, ça c'est un truc que j'explique aussi souvent, c'est que les médias sont aussi à l'origine donc et ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, de la construction de l'individu, de sa façon de voir le monde. Et on se rend pas compte que les médias, en fait, on est édifié de ces médias, on est construit par ces médias-là. Donc c'est pour ça que quand on est dans l'étude des médias, il faut faire attention, parce que c'est exactement ce proverbe qui dit « Regardez les habits si vous regarderont aussi ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'esprit est un muscle en vérité, vous voyez. Et donc si j'entraîne mon esprit, mon cerveau à regarder des pornos, eh bien mon cerveau sera entraîné à ça. Mon cerveau sera très fort à ça. Et dans toutes les situations, même les plus pures, je verrai de la perversion et du vice, parce que c'est avec quoi j'ai nourri mon esprit. Et je suis ce que je mange en corps et en esprit. Donc il faut comprendre tous ces principes-là pour comprendre là où je veux en venir. Voilà pourquoi quelqu'un qui s'entraîne aux mathématiques aura un esprit mathématique, il va calculer vite. Son esprit, on va pas dire qu'il aura forcément un esprit mathématique, mais dans le sens que le fait de s'exercer à faire ses mathématiques, ça va faciliter pour lui les processus de calcul. Il y aura même des résultats qu'il connaîtra déjà, parce que voilà, il aura retenu, il aura acquis une dextérité à faire ces calculs-là. Son esprit sera nourri des mathématiques. C'est pareil, c'est ce qui m'est arrivé avec l'histoire. Vous voyez, voilà. Donc, entraînez-vous à faire quelque chose, entraînez-vous à être gentil, les amis, et regardez l'impact sur vous. C'est très simple, ça c'est de la logique élémentaire, mais on en a été privé longtemps. Entraînez-vous à être méchant, entraînez-vous à être un connard tous les jours et vous verrez bien le résultat, sur votre corps et sur votre esprit en fait. Tout ça c'est de la logique de base, mais il ne faut pas attendre qu'un locoderme vienne vous l'expliquer. Vous pouvez le constater très facilement, très rapidement, tous les jours, à chaque instant de vos quotidiens. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est l'anglais, en fait, qui a utilisé, comme pour les Hutus et les Tutsis, ce qu'a dénoncé Charles Onana. Le parquet avait requis 10 ans de prison pour Charles Onana parce qu'il a écrit un livre en donnant des faits pour dire que non, il n'y a pas de génocide Hutu et Tutsi au Rwanda. C'est fomenté par la France et ce sont bien eux qui sont responsables de ça, ce sont eux qui ont financé ça, ce sont eux qui ont fait même du contrôle mental aux populations via des pubs qui passaient à la radio et des chansons qui passaient à la radio qui allaient favoriser les réactions d'agression et d'agressivité d'un clan envers l'autre clan, qui allaient légitimer et faciliter ces réactions d'agressivité. Vous voyez? Et c'est ce qu'on observe tous les jours avec les Israël, les Palestines, quand l'opinion publique, en fait, l'opinion commune, voyez, l'opinion publique, voilà, qui allait fomenter l'opinion publique, voilà. Donc ça c'est très très important de comprendre ça. Ce sont les Anglais et ces mêmes Anglais, il faut savoir qu'ils ont essayé de détruire l'Inde en rendant les Indiens addicts à l'opium. Ils ont importé en masse de l'opium et ils ont donné gratuitement, ils ont donné partout. Et ils ont mis ça en masse après avoir constaté les effets sur leur propre population, après que ça ait détruit les gens dans les rues de Londres, là, Jack l'Éventreur, tout ça, là, Whitechapel. Ça a bien détruit les gens là-bas, ils ont vu ça, ils ont fait « Ah !» Ils ont pris ça pour aller en Inde parce que avant ça, les Indiens, ils étaient plutôt dans une relation d'échange. Comme je vous ai dit, ces gens, ils ont des courants de migration. Le visage change. Au début, ils viennent pas en mode les grands barbares qui vont tout niquer, hein. Au début, ils viennent en mode, oh, mais on vient visiter, on vient apprendre, on vient goûter les plats. Oh, merci pour les cadeaux, merci, nous reviendrons. Après, ils reviennent avec des bateaux, ils reviennent avec des drogues, de l'opium, des couvertures avec des maladies, la polio, avec des puces, avec la syphilis, après ils reviennent avec des bibles, ces gens-là, après ils reviennent y faire du tourisme. Ouais, le tourisme sexuel on connaît aussi, hein.
Donc voilà, donc comprenez bien ce dont je parle. Vas-y, ma reine. Ouais, pour les personnes qui vont penser qu'on fait de la propagande, vous avez vu le Covid? En tout cas, en Haïti, la zone où on a eu des contaminations au Covid, c'était la zone où il y avait où il y a les casques bleus, voilà, où il y a les ONG, là, souvent c'est dans une même zone, hein, leur adresse, dans la même zone, et en fait, c'était des mecs qui sont arrivés de la Belgique. C'est eux qui sont arrivés, ils se sont eux-mêmes créés leur petite zone de contamination, et heureusement que en locodermie, ça mourait comme pas possible, heureusement. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont rapatriés très très vite. Imaginons s'il n'y avait pas autant de morts en Occident, en Europe, etc., chez eux, par rapport à cette maladie de Covid, ils allaient penser qu'en fait, ah, on n'est pas si contaminé que ça. Ils allaient rester chez nous, en Haïti, et contaminer toute la population. Mais comme ils sont arrivés à une période, il y avait vraiment une espèce de pic des contaminations, de pic de contamination, les mecs, ils ont paniqué parce que nos hôpitaux sont pas assez hype pour les entretenir, pour les soigner. Ils ont paniqué, ils ont pris leur malade, ils sont rentrés. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de cas, on n'a pas eu de mort, on n'a rien eu. Ils ont créé une panique générale dans le pays parce qu'il y avait 3 personnes contaminées et ils ont mis très longtemps avant de nous dire que c'était des whites arrivés de Belgique. Ok? Donc tous les Haïtiens étaient en panique entre eux, les gens ils ont peur entre eux, ils se parlent pas parce qu'on ne sait pas qui est contaminé, mais pas du tout en fait. Vous voyez? Donc, ce qu'elle raconte là, ce n'est pas de la propagande, c'est pas de la victimisation. Non, 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 non. Et encore, mais c'est de la victimisation, on a été victime. Et puis, c'est quoi le problème? C'est une stratégie qui est encore en place jusqu'à aujourd'hui. Dès qu'on peut contaminer chez vous et faire une razzia sur vous, si vous n'êtes pas attentif, ça va être fait. Tout à fait, ma queen. Bien dit, ma queen. Et même, on a encore assisté à ça dans les Caraïbes avec chlordécone, n'est-ce pas? Toujours d'actualité. Chlordécone, plus de 700 ans dans le sol. Et je trouve ça drôle, les gens qui disent oui, ça reste 700 ans dans le sol. En fait, si on a fait ça il y a une année, l'année suivante, ce n'est pas 700 ans, ok? C'est 701 ans, et ainsi de suite. Jude. Oui, il y a eu des Haïtiens qui sont morts du Covid. J'ai pas dit qu'il n'y en a pas eu. Mais ils ont voulu créer, comment on appelle ça? Une zone de quarantaine. Ils ont failli nous créer une zone de contagion. Comme on avait en France, là, où il y avait des pics dans des endroits, mais de façon exponentielle. Ils ont voulu faire ça chez nous. Les personnes qui sont tombées, qui l'ont eu, qui sont malades. Et en fait, ce qui est drôle aussi, parce que y a des gens qui font de l'asthme, il y a des gens qui ont d'autres allergies, qui n'ont jamais fait le test PCR, ni test sanguin, où on dit qu'ils sont morts du Covid. Il y a beaucoup de personnes en Haïti qui sont mortes parce qu'il n'y avait pas de l'oxygène pour autre chose. Ils ont commencé à tousser, ils avaient une grippe. On nous dit est-ce qu'ils ont fait un test PCR? Moi, je connais personne qui a fait un test PCR en Haïti, un test Covid. Il n'y en a pas eu. Sur quoi on justifie que la personne est morte de cette maladie-là? C'est ça aussi la chose à prendre en compte. Donc, pour terminer sur ton point, par rapport au chlordécone aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, tout ça, qu'est-ce qu'on nous fait croire? C'est que oui, c'est 700 ans dans le sol. Mais ce n'est pas 700 ans dans le sol. Ça va rester des milliers d'années parce que le temps de sauver la nappe phréatique, ça se fait pas en 700 ans. Hein? Pas du tout. Et on te contamine le sol jusqu'en hauteur. Te faire croire que c'est bon, la banane, elle n'est pas contaminée parce qu'elle est en hauteur. C'est faux puisqu'il y a un système de pulvérisation. En fait, et qu'est-ce qui se passe? On voit aujourd'hui, la population est complètement contaminée. Et pendant le Covid, toute la communication médiatique hyper dégueulasse qui a été faite par rapport à cette population qui refusait les vaccins, y compris les personnels de santé, soi-disant, c'est parce qu'ils sont, on leur fait passer pour soi-disant des gens pas civilisés, des gens qui n'acceptent pas la loi, etc. Tandis que les mecs posaient la question simple. Nous sommes déjà contaminés par un poison. Votre poison, vous allez nous mettre dans le corps. Qu'est-ce que ça va donner? Les mecs, on demande un truc simple. Nous voulons un bilan pour nous prouver que l'effet que nous ayons le chlordécone dans notre sang, est-ce que votre machin là va pas nous contaminer encore plus? Ça n'a jamais été fait. Et sauf erreur de ma part, pour ce fait,
Pour avoir un bilan, pour connaître son taux de contamination au chlordécone, c'est payant. Vous vous rendez compte? C'est payant. En France, là, tu as Ken avec la moitié des marais à Paris, tu t'es pris tous les bâtons dans le fion, tu veux faire ton test pour voir si tu as chopé la gale, la DAS ou je ne sais quoi, tu payes pas. Hein? Tu ne payes pas. Par contre, la personne qui est depuis plusieurs siècles, vous contaminez toute sa descendance, vous lui demandez de payer pour un bilan pour prouver... Est-ce que vous vous rendez compte en fait à quel point la chose est grave? La chose est grave. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? De plus en plus de femmes avec des problèmes des perturbateurs endocriniens, les hommes, cancer de la prostate, problèmes de fertilité au sein de la société, de la communauté. Il y a des femmes qui commencent à avoir de la barbe. Mais vraiment, de la barbe. Les hommes ont des hanches larges. On a une génération d'hommes, en fait, de dos, on dirait une nana qui dandine devant toi. On commence à se poser la question, en fait. Oui, on peut dire, ah non, non, t'abuses. Mais cause à effet, en fait. Ça vient d'où? Pourquoi personne ne se pose, en tout cas dans leur délire de soi-disant universaliste, humaniste, pourquoi ils ne s'opposent pas pour analyser ces choses-là et se dire quels sont les résultats de toutes ces années de contamination? Ils vont pas le faire. Et quand il y a un groupe de personnes autonomes, indépendants, qui va chercher à faire ce type de recherche, très vite, en tant que la personne, elle est déjà, très vite, en tant que la personne, on n'a plus de ses nouvelles, très vite, la personne est... Voilà. Et ça vous paraît normal. Vous voyez pas qu'en fait, c'est une espèce de stratégie qui est mise en place depuis des millénaires pour éliminer le noir. Mais comme et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont en infériorité numérique. Une goutte de notre sang annihile leur race. Donc la bête qui a peur, ben, elle est encore plus violente. Elle est encore plus agressive en fait. Donc restons vigilants. C'est ce qu'elle essaie de nous faire comprendre par rapport à ce qui se passe avec, avec l'Inde et la Palestine, l'Inde et le Pakistan. Il faut qu'on soit vigilants. Ce qu'on voit chez eux là, on n'est pas à l'abri d'avoir ça dans les îles. Hein. Vous n'êtes pas à l'abri, les gars, quand vous découpez la Guadeloupe en deux. Hein. Ils le font bien actuellement en Afrique du Sud, actuellement. On continue à le faire en Afrique du Sud. Vous qui croyez avec votre Mandela, vous avez eu, oh, fin de l'apartheid, les nègres sont libres. Ils sont libres où ça? On n'est pas à l'abri. Haïti, ils ont bien découpé Haïti avec la République dominicaine. On n'est pas à l'abri, les gars. Hein? Soudan, merci. La liste est longue, hein? La liste est longue. Et vous croyez trop que vous êtes dans un espace safe? Vous croyez que vous êtes... Je vais reprendre un proverbe ici. J'aime trop les proverbes de chez moi parce que des fois, je les trouve très drôles. On a un proverbe qui dit que chat la pointe en dit fait, li ouais de l'eau fouette, li courir. Ça veut dire que le chat, sa queue est pris dans le feu, on lui file de l'eau froide, il fuit. Parce que le chat a peur de l'eau. N'est-ce pas? Ta queue est dans le feu, on te file de l'eau froide, tu fuis. La sœur vient nous alerter sur ce qui se passe entre guillemets, sur notre moitié, puisque finalement, ce sont ses ancêtres qui sont là-bas en Inde également, même si on dit qu'elle est métissée indienne. Elle nous explique ce qui se passe. Et tu as des personnes qui vont te dire, ah non, c'est de la propagande. Oui, qu'est-ce que tu racontes? Ce que tu dis, c'est faux. Ils sont pas arabes, machin. C'est exactement la même chose. Votre queue est dans le feu. Elle vous ramène l'eau froide pour éteindre le feu de votre queue. Comme des chats, vous fuyez. Vous fuyez. C'est exactement la même chose. Chat là prenant dit fait, li ouais de l'eau fouette, li courir. Chat échaudé. Je connaissais même pas la version française. Je connaissais pas. Je connaissais pas. Chat échaudé. Je préfère ma version en haïtien. Le tien, je le connaissais pas et il est pas beau. Chat là prenant de l'eau, chat là prenant dit fait, li ouais de l'eau fouette, li courir. Exactement ça.
Ce qu'elle nous fait là, c'est un masterclass pour nous alerter. C'est pour ça, souvent, quand je parle avec les frères du continent, je leur dis, gars, si vous voulez savoir ce qui se passe chez vous, prenez quelques heures, quelques jours, étudiez la situation haïtienne. Étudiez Haïti. Haïti, c'est un laboratoire à ciel ouvert. C'est un laboratoire. C'est un labo pour les Français. C'est un laboratoire pour les Français. C'est comme si quand ils sont arrivés sur le continent, qu'ils ont vu que les Arabes étaient déjà installés et qu'ils ont eu en mode « Ah, ils ont commencé à rasier sans nous. On aurait voulu être les premiers à rasier. Hein. » Ils ont pris le seum, ils ont dit « Vous savez quoi? On va trouver quelque part où rasier. » Et ils sont allés dans l'Amérique et ils sont partis rasier l'île des Taïnos. On dirait la même chose. Laboratoire à ciel ouvert. On va vous découper en deux vos pays, si vous ne faites pas attention. On va vous faire des zones. Je crois que, attends, c'est au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, il y a des quartiers whites où les Noirs n'ont plus accès. Ils vont s'étendre comme ça. Ils vont s'étendre comme ça. Et très vite, vous verrez, ouais, il y a une grippe, il y a une maladie, il y a un tout. On vaccine les femmes, on colle les petites sur pilule à 13 ans. Dès qu'elles ont un mot de vente, on leur colle sur contraception pour les stériliser. Vous vous rendez pas compte? Il n'y a plus la stérilisation forcée, entre guillemets, c'est pas, il n'y a plus. Il y a eu un procès, même pas un procès, il y a un cas là au Canada, 2020 par là, où plusieurs jeunes femmes se sont rendues compte qu'elles avaient des soucis au niveau de leur utérus. C'est un gynécologue. Je crois qu'elles allaient pour de l'avortement et le mec, il en a profité pour leur cramer le 21e siècle, les gars. Hein. Il n'y a plus la stérilisation de force, vous êtes sûrs? La pilule du lendemain, vous savez ce qu'il y a dedans? Quand ça arrive dans nos pays, il n'y a personne, on n'a pas une pharmacopée pour analyser le produit et voir à quoi il est composé à 100%. Vous êtes sûr? Donc tout ça, c'est là, en fait, c'est d'actualité. On parle des droits de l'homme. La situation de la femme indienne aujourd'hui, elle est comment? C'est dans cette même culture-là qu'on marie encore, dis-moi si je me trompe, mais on marie encore des jeunes filles de 9, 10 ans. Avant même qu'elles naissent, elles ont déjà un mari imposé. Mais ça, c'est pas Muntu, ça, c'est pas Bantou, c'est pas, comme, voilà, c'est pas Moun. Moun, c'est un haïtien. Moun, ça veut dire c'est pas humain. Comme le Muntu. Vous voyez, nos mots viennent de la terre-mère également. Chez moi, on dit c'est pas Moun, ça. C'est pas humain de faire ça. L'enfant, la mère, elle est à peine enceinte, son mari est déjà choisi. Un vieux monsieur imposé qui va défoncer son estomac, son utérus, et qu'elle ne pourra pas procréer, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? On va la lâcher dans la nature. Voilà comment on détruit. Voilà comment on détruit une civilisation, la famille. Peut-être physiquement, vous êtes là, mais moralement, culturellement, intellectuellement, spirituellement, si on ne se réveille pas, moi je vous dis, si on se réveille pas, vous allez voir, nos pays, ça va être comme l'Australie. Dès qu'on va dire nos pays, notre seule référence, ça va être un blond aux yeux bleus. Je chute là. Beaucoup, Marraine. Merci beaucoup, Marraine. Donc, je vais réagir à ce que vous avez dit. Après, je vais reprendre. Pour la LAN qui parle des Haïtiens morts du Covid, c'est ce dont a parlé Nivelor, hein, mais je veux insister quand même un peu dessus. Là, il y a des rapports quand même qui sont sortis, des rapports qui ont montré la falsification et que beaucoup de gens qui n'étaient pas morts réellement du Covid, mais qui étaient morts soi-disant en ayant le virus du Covid, donc le Covid n'est pas la cause du décès, ont été marqués comme étant morts du Covid. Et ça, ce sont des rapports qui sont sortis à l'échelle mondiale. Donc ça veut dire que on se rend compte que la question n'est pas est-ce qu'ils sont morts ou ils sont pas morts. D'accord, des gens sont morts en période du Covid, des gens sont même morts en ayant le Covid, mais la réalité c'est que ces gens ne sont pas morts du Covid. C'est ça en fait. Ils ont fait des crises cardiaques et on ne pouvait pas dire si cette crise cardiaque est liée au Covid. Ils étaient vieux, donc ils sont morts en fait. Ils ont eu des accidents ou des trucs comme ça. Et on se rend compte que dans tous les types de cas où le test Covid aurait marqué positif, ces gens-là ont été mis comme morts du Covid. Donc ça mérite tout un
sujet de live particulier parce que c'est un cas vraiment très réel et très actuel. Si ça t'intéresse ce genre de live, il faut écouter les lives de Nemesia, la Terrangaise, parce qu'elle, elle parle souvent du Covid. Elle donne des sources, elle a des documents, elle a des livres, elle a des ouvrages et elle était également dans le médical. Comme moi, avant de devenir agent de recouvrement, j'étais aussi dans le médical justement pendant le Covid. Donc, allez sur ces lives-là pour avoir ces informations-là. Et encore une fois, faire attention, tu vois, Lalanne, parce que là, ce que tu dis, en fait, c'est exactement ce que j'avais expliqué avant. Les médias, on vous fait croire quelque chose avec les médias, on vous dit, ouais, tous ces gens sont morts du Covid, et maintenant, des mois plus tard, on apprend que non. Les médias ont manipulé la vérité, ils ont fait ce qu'on appelle de l'exotérisme. L'exotérisme, c'est quand on dit pas tout. Et comme t'as pas tout dit, eh ben t'as dit un mensonge, t'as dit quelque chose qui était pas correct. T'as pas dit des gens sont morts en ayant le Covid, mais ils sont pas morts du Covid. T'as dit des gens sont morts en ayant le Covid. Donc qu'est-ce que les gens vont comprendre? Ils vont comprendre ce que t'as dit, et c'est pas la réalité ce que t'as dit. Là, t'as fait une manipulation, t'as favorisé un climat de peur, qui a fait que quand les gens ils ont été forcés à être vaccinés par une entreprise qui a été l'entreprise la plus attaquée au monde pour escroquerie parce qu'ils avaient déjà fait des faux médicaments et des faux vaccins dans le passé, Pfizer là, et les trucs là, les AstraZeneca, les je sais pas quoi là, quand on apprend ça, nous on est forcé d'être quand même vaccinés par eux et la population ne va pas dire que mais non, attends, eux ils ont déjà été poursuivis pour escroquerie pour avoir fait des faux médicaments. Le vaccin, normalement, il y a une période de test de vaccin. Là, la période de test n'est pas du tout respectée. On parle quand même d'un nouveau type de vaccin qui s'attaque directement à l'ADN, ARN messager, je sais pas quoi, là. Attends, on parle quand même d'un truc d'une dinguerie. Donc, toi, ton choix, il est en partie fait, ton opinion publique, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, par le fait que dans les médias, tu as eu ces informations que, oui, les gens sont morts de ça là-bas et tout. Alors que maintenant, on dit que non, c'est faux. Ils ont manipulé l'information, ils n'ont pas retransmis véritablement l'information. Donc, le consentement n'était pas libre et éclairé comme il se doit. Le consentement était biaisé par une falsification. Également, on ne savait pas les attaques, les accusations, les procès qu'avaient eu ces organismes-là qu'on avait forcé la population à se vacciner avec. Et les gens étaient menacés de perdre leur travail. Les gens étaient menacés de perdre leur maison. Donc quand les gens sont vaccinés, ils ont bien réfléchi, quoi, tu vois. Donc voilà, ça c'est bon, une digression pour dire que la destruction de l'Inde par l'opium. Et après, je vais aussi te répondre, ma sœur Nivelor, sur ce que tu as dit pour les mariages. C'est très intéressant. Tu as tout à fait raison. Donc la destruction de l'Inde par l'opium, je vais revenir à ça après. Il faut savoir que dans les façons en fait que l'influence, donc on a vu l'influence par les médias, l'indianité, la colonisation, la traite, etc., le culte du blanchiment, etc., etc. Il y a cette pratique de la consanguinité également qui est mise envers les peuples parce que comme ils veulent garder le blanc, et c'est ce que je vous expliquais au tout début de l'exposé, que les blancs, eux, de comment ils sont là, on s'est dit qu'en fait, il y a une reproduction majoritaire, exclusive, même envers leur propre phénotype, afin de le conserver. Parce qu'à la base, ce serait une mutation génétique issue d'un albinisme. Donc, ça nécessite une reproduction exclusive avec le coderme pour ne pas guérir, en gros, ce truc-là. Parce que si c'était mis avec un mélanoderme, même ne serait-ce que un moitié mélanoderme, un métis, ça aurait déjà digressé, vous voyez? Ou même parti. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Et on voit donc qu'il y a ça, il y a cette pratique de la consanguinité qui, moi, je dois le dire, hein, c'est surtout dans les trucs islamiques. C'est surtout dans les cultures islamiques à chaque fois, on le voit quand c'est en Afrique, on le voit pareil quand c'est en Inde. Il y a la relation, le rapport des femmes qu'on n'arrête pas de dénoncer depuis le début du live, la situation des femmes qui est très grave. Sachez que là en Inde, on en est à faire des choses pour que le viol conjugal soit reconnu. Ça veut dire qu'une femme qui se fait violer par son mari, ce n'est pas reconnu par la loi, parce qu'ils sont mariés en fait. Pour eux, il n'y a pas de crime. Donc là, les femmes, au jour d'aujourd'hui, en Inde, elles luttent pour que ça, le V conjugal, ce soit reconnu, genre. Donc, elles en sont là. Le mariage des jeunes. Alors, le mariage des jeunes, dans ma culture, c'est quelque chose de assez beau et d'assez terrible en même temps. Donc, en gros, on parle pas d'un véritable mariage, on parle d'une promesse.
Cette promesse, elle se fait normalement entre deux familles qui s'entendent bien et qui veulent s'associer, tout simplement. Par exemple, toi tu fais un truc, tu fais un truc dans le maïs, l'autre il faisait un truc dans le riz. Et en fait, vous savez, les enfants, avant, on va dire, ils naissent par génération, vous voyez. Donc, deux familles qui voudraient s'unir, qui voudraient s'allier, et qui seraient, à la suite de l'arrivée de nos chers amis les locodermes, de même caste, vont prévoir que leurs deux jeunes vont se marier plus tard. Donc là, il s'agit d'une promesse. Il faut savoir que la jeune fille indienne, quand elle a ses règles, qu'elle devient une femme, il y a une fête qui est donnée pour elle. Cette fête, en fait, c'est pour lui permettre de grandir. Et on dit même que, en gros, si on fait pas cette fête, eh ben la fille elle grandit pas, elle reste un enfant toute sa vie. Et moi, mon ami, je n'ai pas fait cette fête. Et pendant longtemps, quand j'étais petite, j'ai cru que c'est pour ça que je grandissais pas, ou que je grandissais très lentement, que je restais comme une enfant, en fait. Parce que je me disais, mais en fait, moi, je fais partie de cette culture-là et j'ai jamais eu cette fête-là. Et c'est la fête qui, normalement, est censée déclencher, même mentalement. Parce qu'on sait que le corps, au final, n'est que le résultat de la psyché. Déclencher le fait de grandir, de devenir une femme, en fait, c'est d'avoir fait cette fête-là. Et cette fête-là, c'est une fête dans laquelle la fille reçoit plein de cadeaux de la famille. Il y a un grand banquet, un grand buffet, il y a toute la famille. Et il y a également les prétendants. Donc même si la fille avait déjà un promis, là il y a des prétendants maintenant qui vont venir, qui vont être de son âge normalement, hein, parce que quand on est quand même des gens normaux, hein. Et ils vont venir et ils vont donc se proposer. Donc là elle a l'occasion de les voir, la jeune fille. Ça, ce sont des vestiges de nous, j'ai envie de dire nos aristocraties indiennes, notre Kama Sutra. Kama Sutra, c'est pas un livre de fesses, hein. C'est un livre de convention sociale en vérité, où on explique aussi comment les jeunes doivent agir entre eux, comment la société agit entre eux, comment on courtise une femme, comment on se comporte face à une dame, comment on se comporte dans certaines situations de la société. Les Blancs ont fait le grand zoom sur les différentes positions qui sont proposées dans l'ouvrage. Mais moi, par exemple, j'ai une version du Kama Sutra, il n'y a pas du tout d'image. Donc, ce serait bête de penser qu'on peut apprendre des positions dedans. C'est vraiment des écritures, quoi, qui parlent des relations de la société, en fait. Des jeunes de la société, de la bonne société, on va dire. De la haute société, des différentes classes, comment agir avec les autres classes de la société. Donc, la fille, elle va pouvoir voir donc des autres garçons et elle va pouvoir parler à ses parents maintenant, dire ouais en fait moi je préfère lui ou pas, et là ses parents vont dire non, nous on en a rien à foutre parce que toi tu es la fille, donc en fait c'est nous normalement on doit payer. Mais maintenant si le garçon est vraiment très amoureux, il peut dire que laisse tomber, tu n'as pas à me payer, c'est moi je vais te donner de l'argent pour avoir la fille, vous voyez. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent se passer parce que toujours avec nos chers amis locodermes, c'est la famille de la femme qui doit payer la dot à l'homme. Normalement, en Inde. Donc voilà, y a ça. Et donc, normalement, la différence d'âge, ça se fait avec des gens de la même génération, cette fête-là. Maintenant, il y a les cas réels. Dans les cas réels, on se rend compte que effectivement, les gens prennent des jeunes filles très très jeunes et les V. C'est de la pédophilie, ils les V. On se rend compte que il n'y a même pas d'enquête. On se rend compte que les gens n'en ont rien à foutre et que ces filles-là, Nivelor, elles sont même pas mises dans la rue. On prend leurs organes, on les met à la poubelle. On les met à la poubelle, Nivelor. Et il n'y a pas d'enquête. Et tu sais ce que j'ai découvert même? C'est un réseau qui va jusqu'en Suisse, jusqu'à Genève. Et ils prennent des vidéos, des V et des dépeçages. Et ils font des spoof movies. Et ils donnent les vidéos à des riches de Genève et de Suisse. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'enquête après en Inde. Droit de l'homme, c'est qu'on s'est la maillot pour ti moun fondé. Après des 100 ans, ça réglé. Nèg vle fen konnen soleil, c'est bon Dieu. Mais diable a fini par parler. La Bible son bagay qui sacré. Yon bataille qui va bien régler. Blanc yo prend terre, yo ban Bible an accepté.